de définir une espèce de, comme on dit dans la distribution, de parcours client, de convaincre l'utilisateur de lui-même de mémoriser les liens les plus importants, donc ce que vous voyez à droite. Et enfin, on voit qu'aujourd'hui, se développent de plus en plus, parce qu'il y a les technologies mobiles, des nouveaux moyens de référencer la culture qui est sur Internet. Et le petit tag que vous voyez sur la droite vers le bas, c'est un tag que l'on retrouve maintenant systématiquement sur toutes les affiches publicitaires. Et ce tag, il fait le lien inverse, c'est-à-dire qu'il fait le lien entre le monde réel et les contenus qui sont mis sur Internet. Donc ça, en quelques mots, on peut aussi utiliser de la cartographie, on le voit en bas à droite. Donc j'ai pris un thème unique qui sont les contenus de la Bibliothèque nationale de France. Et autour de cet thème unique, il y a une infinité de moyens de référencer ces contenus. Pour conclure juste que les petits logos qui sont au milieu, c'est ceux du Lab. C'est-à-dire que, si vous voulez, le référencement de la culture sur Internet, c'est une science, on va dire. C'est un ensemble de bonnes pratiques qui sont en constante évolution et qu'il faut être de la partie si on veut être visible. Il faut les inventer, ces moyens. Ils ne sont pas figés. Alors ça, c'est le référencement naturel. Absolument. Et c'est le plus important sur Internet. Si j'avais à faire une grande règle générale qui est difficilement mesurable, c'est 60% du référencement des contenus sur Internet aujourd'hui. Alors les autres référencements. Passons, si vous voulez bien, passons à la planche suivante. Les autres référencements, les plus connus, les plus célèbres, sont les moteurs de recherche. J'en donne deux exemples en haut à gauche. C'est Google notamment, et puis les autres, AltaVista, Bing, etc. Baidu en Chine. Que font ces moteurs de recherche? Ce sont des outils techniques en fait, qui indexent le web. Comme un index indexe les contenus d'un livre. Et donc, ces moteurs de recherche, ces services, ils créent des références aux acteurs qui créent des contenus sur Internet. Donc, on va dire, ils ne référencent pas directement la culture, ils référencent les fournisseurs de contenus sur Internet qui, eux, référencent la culture. Et ça, c'est important parce que, si vous voulez, on est face à un phénomène de volume. Vous le citiez tout à l'heure. À partir du moment où on a des milliards de pages sur Internet, la question est comment devient-on visible? Comment mon contenu qui a de la valeur devient visible auprès de vous? Et le meilleur moyen qu'on ait aujourd'hui de faire ça, de répondre à cette question, il faut bien l'avouer, c'est le moteur de recherche. Alors ça s'achète aussi. Ça s'achète, bien sûr. Donc, si vous voulez, tout à l'heure, on a parlé, la planche précédente, c'était le référencement naturel, le plus important. Et là, avec les moteurs de recherche, on parle de deux autres types de référencement qui sont le référencement gratuit par les moteurs de recherche et le référencement payant par les moteurs de recherche. Le référencement gratuit par les moteurs de recherche, c'est en quelque sorte Google, par exemple, qui attribue une note aux acteurs de la culture qui sont les meilleurs pour le référencement naturel. Vous avez vu le graphe tout à l'heure sur la photo précédente. Eh bien, Google analyse le graphe du web et il vous donne une note à vous qui fournissez le contenu et il dit c'est vous qui fournissez le meilleur contenu, qui avait le meilleur graphe pour ce type de contenu. Et c'est ça qui va permettre à Google de prioriser les résultats quand on fait une recherche par mots-clés. Et puis un deuxième mécanisme, vous le disiez, c'est le référencement payant par les moteurs de recherche. Et à ce moment-là, Google, on va dire, il a développé un système de place de marché. On ne va pas s'étendre sur le sujet ici. Il a développé un système de place de marché où les personnes qui fournissent des contenus peuvent aussi placer des enchères sur des mots-clés qui vont être recherchés par des internautes. Je m'arrête là pour l'instant. Oui, oui. Est-ce que concernant les biens culturels et les produits de l'esprit, est-ce que c'est plutôt Google avec ses algorithmes ou plutôt les sites de vente de biens comme Amazon, voire ceux de vidéos comme Netflix, qui référencent aujourd'hui? Je vais répondre à cette question avec une planche qui est ici. Je vais peut-être avancer. Hop là. Attendez, je vais répondre par image. Si vous voulez, ce que font les moteurs de recherche, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'ils référencent. Voilà, je vais prendre celle-ci. Ce que font les moteurs de recherche, regardez sur l'image qui est à gauche, ils référencent des acteurs de la culture. Autrement dit, si je fais une recherche sur Bing avec le mot-clé livre, book en anglais, ce que me renvoie Bing, ce ne sont pas des références de livres. Ce que me renvoie Bing, ce sont des références de sites qui référencent des livres, éventuellement qui vendent des livres. Alors que si je vais sur un site spécialisé de contenu comme Amazon, une plateforme technique où on distribue des contenus culturels, et que j'utilise le moteur de recherche d'Amazon
avec un mot-clé qui est book, ce que je vois directement apparaître, ce sont des références de livres. Autrement dit, les deux outils sont des prescripteurs de la culture. Le premier est un prescripteur technique qui prescrit des acteurs de la culture et qui prescrit essentiellement, je dirais, ceux qui sont les plus habiles pour faire le référencement naturel, alors que le second, Amazon en l'occurrence, prescrit des œuvres culturelles, des biens culturels, et je dirais ce qu'il met en avant, ce qui prévaut dans la règle de prescription, ce sont deux, trois mécanismes. La première, ce que proposent les éditeurs, c'est-à-dire que ce qu'on voit apparaître en priorité, c'est ce que les éditeurs, les publishers veulent mettre en avant sur Amazon. Un deuxième mécanisme que Amazon met en avant également, ses meilleures ventes. Donc, partons du principe que les éditeurs mettent en avant leurs propres best-sellers. Amazon va mettre en avant, lui, les best-sellers de son site, donc un deuxième niveau. Et il y a aussi un troisième mécanisme, qui est un mécanisme communautaire, qui est que les lecteurs, les acheteurs des livres sur Amazon vont eux-mêmes voter pour les livres qu'ils préfèrent. Et Amazon va également utiliser ce critère-là pour prescrire les livres que vous voyez dans les sélections. Est-ce qu'à votre avis, il faut plus de transparence dans ces rankings, dans ces classements ? Alors, mon avis, c'est que le débat, je pense que celui qui se cache derrière votre question, c'est probablement ce qu'on a appelé à un moment donné l'indépendance des acteurs. Et que la question qui se cache derrière ce terme, c'est probablement davantage la neutralité des acteurs techniques par rapport à l'ensemble des autres acteurs qu'ils servent en termes de services techniques, plutôt que la transparence ou l'indépendance. Je donne un exemple. C'est que et Google et Amazon sont des services techniques et que toutes les entreprises utilisent Google, toutes les entreprises utilisent Amazon ou peuvent l'utiliser. Par contre, et dans ce rôle de prescription technique, on l'a dit, Google et Amazon ont défini des règles du jeu, mais qui tiennent compte aussi de la façon dont les éditeurs de contenu font leur travail, si je puis dire, sur Internet. Par contre, dans le temps, Google et Amazon ont également développé des activités commerciales qui sont, on va dire, concurrentes de celles des fournisseurs de contenu. Ils sont eux-mêmes fournisseurs de contenu. Et donc la question qui se pose finalement, c'est est-ce que ces outils techniques traitent de la même façon l'ensemble des éditeurs de contenu qu'ils se traitent eux-mêmes quand on fait une recherche sur leur site? C'est ça la vraie question, si vous voulez. C'est là-dessus qu'on a certainement besoin, si ce n'est de transparence, du moins d'une espèce de garantie de gouvernance de ces plateformes techniques. Est-ce que ces plateformes techniques traitent bien tous les acteurs de l'Internet à égalité? Merci Philippe. On reviendra tout à l'heure sur ce qui arrive devant nous. David, thanks a lot for being here. I think you agree that we now are all are media now. Does it mean that the internet is no more a medium, or is the internet still a medium? This is my first question, and then I'd like for you to tell us what does it mean, this end of scarcity in this new open world, and who has the knowledge today? Three very simple questions. So, first of all, thank you so much for having me here. It is an honor to be here. And I do want to just preface my attempt to respond to these very difficult questions with what I think is just a straightforward empirical fact that I think we should acknowledge. Because much of the day, certainly not all of the day, but much of the day has been spent viewing the internet as an object of fear that must be, it's out of control and it must be regulated, or things will die, culture will die. So the simple empirical fact I want to suggest to this group is one that I hope you agree with, which is, okay, but this is the greatest cultural time to be alive in human history. There is more culture being produced, more culture being distributed in greater detail with more voices, including the voices of deep experts, as we, for example, on Caravaggio, as we heard today.
than ever before. More people can create, more people can distribute, more people can see, hear, listen, more people can join with other people around these works of culture, which is the work of culture, by the way, isn't it? Not simply to have objects locked in a cold, dark museum, but to have it be part of our lives, as President Sarkozy so eloquently put it. This is the greatest time in human history for that ever. So our despair about and fear of the internet, there are real fears we should have, but I think we should start from the empirical fact that this is a time that should be of great joy to all of us who love culture. So, no, I don't think the internet is a medium. I think this is, I know that, so I tried to think about why so many people in this room and other rooms have a different attitude towards the internet than I do. I unabashedly love the internet. And it seems to me that part of it may come down to a difference in how we conceive of the internet. And it's a very common way of viewing it, maybe the dominant way, is that the internet is a medium. It's a publishing medium that fits that's continuous with our way of thinking. But I think that is actually, that way of thinking gets in the way, obstructs the understanding of what's going on now. From my point of view, the internet is not a medium. A medium is that through which information, messages, content, cultural works, it is that through which these things pass. That's what a medium is. And the internet is not that. We, on the internet, are the medium, quite literally. It's not a metaphor, I mean it quite literally. That when a work, a link, and what you said about content and link being no longer distinguishable, links are content. When a link moves around the internet, it goes from person to person. Somebody posts it, somebody mails it, somebody puts it in a tweet, whatever. That is human to human to human to human. It only has currency, it only moves because we on the internet move it. And when we do so because we're interested in it, one way or another. And we explain what that interest is. You'll laugh, you'll cry, it's stupid, it's smart, whatever. We explain our interest in it. And in doing so, we put ourselves into this cultural object, into this thing that we are passing. Our reputation, our social selves depend upon what we are moving through the internet. This is, when we do so, we are not merely moving a message, we are participating and putting ourselves on the line, socially. We are making our social selves. So quite literally, we are the medium. And the failure to understand that means that one misses the core dynamic of the internet, which is as a medium, we are that medium. As the medium, this medium is indistinguishable from the interests that drive it. In previous media, for example, broadcast media, those interests were apart. There were the consumers, and I hope that we will pledge here never again to use the word consumer in relationship to a cultural object. Nevertheless, in the old paradigm, the broadcast paradigm, somebody else decided what they thought would be interesting to us, and we would watch it or not. This is one of the very first media outside of speech itself, the internet is, in which the interests of the people who are consuming the content is exactly the same interest that moves the content. And failure to understand that makes the internet look like merely an alternative publishing system that takes the money out of the system and thus is a danger. That's a mistake. But we don't need some curators? We don't need some... We have so many curators, we don't know what to do with them. Everybody who puts together a list, everybody who blogs something and says, you must see Eric's post, it was fantastic, is a curator. That is the act of curation. And the old idea, so it was Clay Shirky, as you know, I'm very glad you quoted him, that there's no such thing as information overload, there is only filter failure. That's Clay Shirky. He is, I think, exactly right, but there is one difference. Because that's all, Shirky's point is that's always been the case. Now filters work a little differently, so the act of curation is a different sort of thing. In fact, what I want to say is that the act of curation gained a mythology that was based upon the limitations of its medium, of the paper and physical media. It is now losing those limitations, and it's losing its mythology. So it used to be that when you filtered, when you acted as a curator, first of all, you had to be in a position of power. Second, and very few people could do it, items were expensive. And perhaps most important of all, when you curated or you filtered,
Filters would remove that which you filtered out. So you're on your library, local library committee, you accept these books, but you don't those. You don't buy those books. And so you physically separate, and the people who come to your library see the books that you've accepted. What they don't see is the million books per year that you didn't accept. They don't see trucks backing away from the library and have this sense of forlornness and despair that all those books are not accessible to them. That's how old filters used to work. Online, when you curate or you filter, all you're doing is shortening the number of clicks that it takes to get to something. Fewer links to get to it. So I want to put your blog post, I want to curate that in my list of favorite posts of the day or whatever. Sounds to me there will be a lot of curators, no? Isn't it, you are showing a new world of an abundance of curators. Yes, everybody curates on the web, just so about. Who will replace the teacher? Who will replace the journalist? Who will replace the old form of curation? I hope nobody replaces teachers, but more and more and more teachers. Let's start with that. I don't know who will replace the journalists. I don't know what's going to happen any more than I think anybody here. I mean, I don't know what's going to happen. I'll leave it at that. So I don't know what will happen with journalism, but let me give you an example that I think is a hopeful example. This is not a replacement for journalism. It's just the sort of thing that, so there's a site called Reddit, REDDIT.com. It's very popular with 20-year-old boys in the US who are geeky. And a lot of the content is objectionable, it's stupid, it's juvenile, and if you go there, if you're online now and you go there and say, why is this person at the Forum d'Avignon recommending Reddit, let me tell you why I am recommending it. So first of all, it is a type of group curation, very common on the web, many sites that do this, where people can, in a community, can put up a link, the link gets voted up or down. But the most interesting thing about it to me is that out of this mass of teenage boys has come a sort of new form of journalism. And you could not have predicted this, but they will do a type of journalism in which a well-known person, perhaps somebody in the news, perhaps somebody who has an interesting job, will volunteer, will offer to answer questions for the next few hours. And so you get these strings of questions building upon one another and commenting on the answers as well. If the person is not answering truthfully or honestly, the comments will make this very clear and push the person to engage in a way that I have never seen a journalist do. In many ways, it's better. It is not a replacement. But who would have thought this would come out of an adolescent boy link site? There is hope. And David, you did work, and you still work with librarians. Could you talk a little bit about this, their jobs, and the new way they are doing their job, the librarians? Well, it's fascinating. It's just like journalists. We don't know what's going to happen. So we do know that just as with journalism, we do want many of the functions that libraries and librarians have provided, and many of us hope that the people providing it will be the same because we love librarians. There are all sorts of issues, and one, of course, is the curation issue. That is the idea that there is a confined space that is large enough to hold a reasonable number of books, which made sense when we only had these confined spaces. We only had physical libraries. When you have digital libraries, then no space is large enough. We want everything. There is no reason. So the old idea of curation was carefully select because you only have so much room. One of the new ideas of curation in libraries and elsewhere is include everything. Every time you keep something out of the collection, you are making a decision. You are anticipating what your users' interests and needs will be. When you only had a limited amount of space, you had to make those decisions. But in truth, nobody can anticipate what users' needs are going to be, or what people's interests are going to be, or what is going to happen in history. And so one of the new ideas of curation is include everything, but provide filters for on the way out, so that people can find what they need according to what they're interested in and how they construct the world, how they think about the world. Include everything, filter on the way out. Merci David. I will come back to you. Je voudrais juste donner la parole à Bruno Racine, qui est à la tête de la BNF, pour qu'il nous donne son avis sur ce qui vient d'être dit, et puis qui nous parle de son idée de mettre une sorte de toile, un nouveau réseau autour des œuvres pour les référencer de manière différente.
Oui, merci beaucoup. Donc, vous avez interpellé dans votre propos introductif, et M. Weinberger aussi, les autorités, les institutions qui, précédemment et qui encore un peu aujourd'hui, étaient en quelque sorte les passages obligés, les filtres qui indiquaient aux gens ce qu'il était utile ou pas utile de consulter. Alors, on a souvent limité dans le débat la question à la numérisation du patrimoine, mais la numérisation du patrimoine, c'est pour moi quelque chose qui peut être comparé à la viabilisation d'un terrain, c'est-à-dire c'est l'étape préliminaire qui va permettre dans un deuxième temps de construire ce que l'on veut, qu'il s'agisse de maisons, d'usines ou quoi que ce soit. Et une fois que ces contenus sont numérisés, il faut évidemment qu'ils soient trouvables et accessible. Alors, Philippe Torres a indiqué les différents moyens d'y accéder. Si vous savez que ce que vous cherchez a des chances d'être à la BNF, par exemple, vous irez directement à l'adresse bnf.fr. Si vous ne le savez pas, vous passerez par un moteur de recherche. Donc, la question de donner au moteur de recherche les moyens de trouver facilement ces contenus est essentielle. Donc, nous avions fait, il y a 1 an et demi, un premier accord avec Bing, par exemple, pour tester leur capacité à trouver des contenus. Et nous avons aussi des discussions avec Google. En fait, pour cela, nous sommes obligés d'organiser nos données pour les enrichir. Effectivement, lorsque la donnée est trop atomisée, elle est difficile à trouver. Donc, si vous avez la curiosité, vous pouvez aller voir sur data.bnf.fr des exemples, enfin plusieurs milliers maintenant, de structuration des données. Par exemple, si vous tapez, que sais-je moi, Victor Hugo, vous aurez plusieurs pages avec tout ce que nous avons sur Victor Hugo, que ce soit d'ailleurs des livres, des manuscrits, des images, que ce soit sous droit ou lorsque nous avons le livre référencé ou hors droit, donc du domaine public. Et on voit effectivement que cette agrégation, en quelque sorte, de données sans cela atomisées, donne des résultats en termes de référencement par les moteurs de recherche. Donc nous avons en effet cet effort interne d'organisation, mais ça ne suffit pas, parce que comme il vient d'être dit, ce qu'on cherche, c'est l'exhaustivité. Et donc, pas simplement, si riches soient les collections de la Bibliothèque nationale de France sur un sujet donné, elles ne sont jamais totalement exhaustives. Donc, cet effort interne doit s'accompagner aussi d'efforts de constitution de réseaux. Europeana, par exemple, est un réseau de ce type qui vise à agréger les ressources numériques à l'échelle européenne, mais il n'y a pas de raison que ça s'arrête à l'Europe, ça peut être beaucoup plus large. Et dans tous les cas, dès lors que les contenus, enfin, lorsqu'ils ne sont pas protégés par le droit d'auteur, lorsqu'ils sont librement réutilisables et exportables, créent des possibilités, créent à des communautés qui ne sont pas les autorités institutionnelles, à M. Opal, par exemple, s'il veut faire un site avec toutes les photographies, si elles ne sont pas protégées naturellement des tableaux de Caravage, de créer donc des nouveaux médiateurs de savoir ou de connaissances qui ne sont pas identifiés à une institution particulière, mais tout ceci communique par des liens et des rebonds. Merci. Mathieu Gallet, président de l'INA, est-ce que vous pouvez nous indiquer de votre côté qui sont les nouveaux intermédiaires pour référencer ou pour prescrire sur les œuvres que vous avez archivées ? Moi, je partage un certain nombre, même un grand nombre des problématiques que vient de décrire Bruno Racine, avec en plus cette complexité qu'on peut trouver effectivement dans la masse énorme des fonds d'archives de l'INA, dont 1 600 000 heures de radio et de télévision par l'accès par le texte. Donc effectivement, il faut en permanence nous-mêmes enrichir notre thésaurus pour pouvoir effectivement livrer aux professionnels, là je parle effectivement de la livraison aux professionnels qui souhaitent acheter des extraits d'archives à l'INA, mais aussi dans un usage en B2C sur notre site ina.fr. Et puis on a aussi cette problématique de trouver par l'image et d'avoir des reconnaissances par image. Donc nous travaillons actuellement à la direction de la recherche de l'INA
justement, donc on n'est pas les seuls, hein, bien sûr, je pense qu'on a des concurrents beaucoup plus puissants internationaux qui travaillent sur ces questions aussi, sur le fait de pouvoir retrouver par l'image, voilà, donc, et les successions d'images, comment effectivement par cette succession d'images on arrive à retrouver pour le coup le texte et l'image précise, l'extrait précis